Bonsoir à tous. L'année 2018 est une année charnière avec le référendum attendu du 4 novembre. Alors comment nos élus indépendantistes et loyalistes vont-ils voir la représentation diplomatique et quelle est notre implication économique dans la région? Eh bien, ces questions vont être au cœur de cette émission. Charles Wachetine et Nicolas Mesdorf vont nous rejoindre en seconde partie d'émission pour l'aspect économique de ce débat. Mais sur la partie politique de ce premier débat, eh bien, c'est Caroline Machereau et Philippe Blaise que nous accueillons ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Caroline Machereau, je le rappelle, vous êtes élue au Congrès sous l'étiquette UC, FLNKS et nationaliste. Philippe Blaise, vous êtes secrétaire général des Républicains calédoniens. Vous êtes aussi élu au Congrès. Et on commence cette émission avec une déclaration. Elle émane de Jean-Marie Tjibaou. Elle est tirée de la revue Les Temps modernes. C'était en 1985. Vous allez la découvrir à l'antenne. Pour un petit pays comme le nôtre, l'indépendance, c'est de bien calculer nos interdépendances. Philippe Blaise, cette déclaration, est-ce qu'elle vous fait bondir? Non, mais Jean-Marie Tjibaou était un homme de lettres, très charismatique, mais je crois que cette question d'interdépendance, on est un peu dans le sophisme. C'est-à-dire que la réalité, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il y a certainement des interdépendances économiques, mais politiquement, soit on est un État souverain, soit on fait partie d'un grand ensemble et on n'est pas souverain. Je ne crois pas, et en tout cas, ce n'est pas notre conviction, qu'il existe un État intermédiaire entre l'appartenance à la France et l'indépendance. C'est l'un ou l'autre. Caroline Machereau, c'est du sophisme ou cette déclaration, elle peut être valide? C'est une déclaration tout à fait concrète, tout à fait réelle. C'est le devenir, donc, là, il pose les bases du devenir de la Nouvelle-Calédonie. C'était en 1985 qu'il avait fait cette déclaration, qu'il a répétée au moment des accords de Matignon, effectivement, où il disait que l'indépendance est la possibilité de créer des interdépendances. Et justement, interdépendance, on parlait déjà à l'époque avec l'État français notamment, mais d'État souverain à État souverain. Alors voilà comment se passent effectivement ces négociations-là dans le cadre de ces interdépendances-là, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit social, enfin dans tous les secteurs. Voilà. Une première réaction avec nous également pendant cette émission, Angélique Souche, bonsoir. Bonsoir. Angélique, depuis l'accord de Nouméa en 1998, on sait que l'exercice des relations extérieures internationales, c'est une compétence partagée entre la Nouvelle-Calédonie et la France, mais très concrètement, comment est-ce qu'elle s'exprime finalement? Eh bien, elle est bien réelle depuis 20 ans maintenant. Elle prend plusieurs formes. Tout d'abord, la Nouvelle-Calédonie est représentée aujourd'hui dans plusieurs organisations internationales. Elle est membre à part entière du Forum des îles du Pacifique depuis 2016, membre actif de la Communauté du Pacifique Sud, membre du programme régional océanien de l'environnement et membre associé, il faut le noter, à la fois de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie. Deuxième réalisation concrète de ces 20 dernières années, l'installation de délégués de la Nouvelle-Calédonie dans 5 ambassades de France, de la région, 5 pays donc. C'est le cas depuis 2012 en Nouvelle-Zélande. Ce sera très bientôt le cas en Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji et Vanuatu. Enfin, la Nouvelle-Calédonie a le pouvoir de négocier des accords commerciaux avec les pays de la région. Ainsi, un accord de réduction des barrières douanières est en cours avec le Vanuatu et un rapprochement du même type est engagé avec la Papouasie et Fidji. Merci Angélique pour ces précisions et vous resterez tout au long de cette émission, je le précise, pour des synthèses et des analyses en direct des débats. La place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde après 2018 dépendra donc du référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Ce sera donc le 4 novembre prochain. Caroline Machereau, vous espérez, on le sait, le oui à ce référendum. Est-ce que vous espérez finalement, très concrètement, un siège à l'ONU pour une Kanaki Nouvelle-Calédonie? Ce que je voulais d'abord dire, c'est que depuis toujours, le FLNKS a assumé la représentation de la Nouvelle-Calédonie dans la région. Il y a eu ensuite, à la demande du FLNKS, l'inscription dans les accords de Matignon, l'accord de Nouméa, de cette nécessité pour la Nouvelle-Calédonie de s'inscrire concrètement dans son environnement naturel qui est la région. Chose qui jusqu'à présent a été complètement laissée de côté par les différents gouvernements calédoniens de l'époque, depuis. Et je rappelle par ailleurs qu'a été créé le groupe des pays mélanésiens Fer de Lance, qui est aujourd'hui quand même une porte ouverte pour des relations commerciales pour le pays.
Il y a eu également après le FIP, le Forum des îles du Pacifique. Je rappelle qu'à l'origine, c'est le FLNKS qui est membre observateur de cette organisation-là, et ensuite transmet à la Nouvelle-Calédonie, effectivement, cette représentation-là pour on vient de le dire, jusqu'en 2016, où la Nouvelle-Calédonie devient effectivement membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Pour qu'on comprenne bien quand même, Caroline Macheron, en dehors de l'exercice historique auquel vous venez de vous livrer, est-ce que c'est un rêve pour un indépendantiste de pouvoir siéger à l'ONU ? Tout simplement. Ça n'est pas un rêve, c'est un objectif. Effectivement, on a posé les bases depuis toutes ces années-là, où on a fait cette représentation, où le FLNKS, les indépendantistes ont fait cette représentation-là. On a posé les bases, effectivement, de la place du pays dans le Pacifique et dans le monde. Je rappelle quand même que nous sommes inscrits, grâce aussi au soutien du Forum du Pacifique, depuis 1986, sur la liste des pays à décoloniser à l'ONU. Et que l'objectif, effectivement, une fois que nous sommes un État souverain, forcément, nous ferons partie du Concert des Nations. Le Concert des Nations, c'est bien l'ONU, avec une voix, effectivement, qui se fera entendre là-bas pour défendre nos intérêts et surtout pour défendre aussi les intérêts pour promouvoir les intérêts de la région. Philippe Blaise, on vous voit sourire. Pour vous, un siège au Concert de l'ONU, c'est plutôt un cauchemar ? Non, c'est simplement que ce n'est pas du tout notre objectif. C'est-à-dire que nous, on n'est pas comme nos collègues indépendantistes dans la recherche d'une affirmation d'une souveraineté calédonienne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le quotidien des gens. Et vous savez, autant la coopération régionale existe depuis très longtemps, puisque la Calédonie faisait partie de la CPS, autant je pense qu'il y a une limite, un moment, entre ce qui relève de la diplomatie internationale et la coopération régionale. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Et d'ailleurs, c'est clair dans l'accord Nouméa, la compétence en matière de diplomatie, elle est régalienne. Et dans le monde d'aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui est important de dire aux Calédoniens, c'est qu'on ne vit pas comme il y a 60 ans en arrière, où l'idée de nation était vraiment une idée qui portait un idéal de liberté dans les décolonisations. On vit dans un monde où aujourd'hui vous avez des grandes puissances comme la Chine qui mettent à genoux des petits pays. Et vous savez, il y a des exemples très concrets, ce qui se passe au Vanuatu. Donc pour vous, très concrètement, la France, c'est un rempart contre une éventuelle influence chinoise dans complètement. le Pacifique. Regardez ce qui se passe au Vanuatu. Au Vanuatu, c'est un pays où on sent la mainmise de la puissance chinoise sur l'économie. On parlait du fer de lance. Le fer de lance, il faut savoir que le siège du fer de lance a été financé par la Chine. Il faut savoir que le salaire du secrétaire général du fer de lance est subventionné par la Chine. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas subventionnée par la Chine. Le secrétariat du fer de lance est subventionné par les cotisations des membres, des 5 membres du fer de lance, effectivement, dont le FLNKS d'ailleurs. Il y a une contribution de la Chine. Effectivement, en termes d'investissement, effectivement, pour ce qui se passe. Je continue, Caroline. Je n'étais pas interrompu. On vit dans un monde où aujourd'hui, il y a des pressions qui font qu'un petit pays de 270 000 habitants a très peu de chances de préserver son indépendance économique et diplomatique s'il n'est pas protégé par une grande puissance. Donc vous, c'est une barrière, la France, barrière protectrice. Mais complètement. Regardez ce qui s'est passé avec la zone économique exclusive, avec l'histoire des Blue Bots. Pourquoi les Blue Bots sont partis ? Pourquoi les Vietnamiens sont venus ici pour demander pardon ? Parce que la Marine nationale a fait des rapports au Premier ministre, qui les a transmis au Quai d'Orsay, qui les a transmis à Bruxelles, et c'est l'Europe, parce que nous sommes européens, parce que membre de la France, qui a fait plier les Vietnamiens. Caroline Macheron, vous entendez cet argument ? Absolument. Que c'est finalement cette menace cet argument-là, effectivement, commerciale. Mais je n'affirme pas, effectivement, que la France puisse être un rempart contre les Chinois. D'ailleurs, la France a des relations avec les Chinois, et ces relations-là, est-ce que nous n'en sommes pas aussi un enjeu ? Donc la France n'est pas un rempart contre la Chine. Il y a également d'autres puissances dans cette région. Vous verriez qui, par exemple, très concrètement, comme alliance, comme interdépendance ? Comme interdépendance, bien entendu, il y a la France, mais ça sera des négociations d'État, et comme je disais tout à l'heure, d'égal à égal. Mais il y a aussi l'Australie, il y a aussi la Nouvelle-Zélande, il y a aussi d'autres pays dans la région. Il y a aussi, effectivement, il y a une géopolitique là, il y a un équilibre qui est aujourd'hui en place dans le pays. Nous avons des relations avec la Chine, nous exportons notre minerai à la Chine, nous exportons notre minerai au Japon, nous exportons notre minerai au l'Asie, au Japon, en Corée, en Indonésie, en Corée. On a des relations avec des gens qu'on pourrait craindre. Pourquoi avoir peur ? Justement, moi, je ne minimise pas. Effectivement, nous sommes petits, nous sommes très petits même. Mais il faut avoir quand même la volonté, effectivement, de préserver nos intérêts, que ce soit contre la Chine, que ce soit contre la France. En tout cas, il y aura toujours des interdépendances qu'il faudra qu'on aille chercher avec ces puissances-là, toujours en essayant de préserver, de sauvegarder les intérêts des Calédoniens, de notre pays d'abord. Ça, c'est la priorité.
L'ONU, c'est aussi le comité des 24 en charge de la décolonisation. Les délégations indépendantistes et loyalistes y sont allées régulièrement ces dernières années pour faire entendre leur point de vue sur ce processus qu'on connaît de décolonisation, sur l'accord de Nouméa. Est-ce que les États membres de l'ONU sont très attentifs à ce qui se passe en Calédonie? Est-ce qu'on est entendu finalement à New York? Ah, bien entendu, tous les ans, nous allons pétitionner. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est allé depuis 2 ou 3 ans. Mais avant ça, nous y allions régulièrement, depuis qu'on est inscrit, effectivement, depuis que le Forum, d'ailleurs, nous a soutenus pour notre inscription, l'inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser en 86. Je rappelle d'ailleurs qu'à ce moment-là, en 87, l'État français a expulsé le consul d'Australie de l'époque, d'ici en janvier 86, monsieur John Dodd, je crois, il s'appelait, ce monsieur-là, par rapport justement à ce soutien-là que les pays de la région avaient pour la lutte du peuple kanak et pour son l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la souveraineté. Depuis cette période-là, nous allons pétitionner, et la preuve, c'est qu'il y a un soutien quand même de l'ONU, en tout cas une vigilance que nous avons demandé à l'ONU, c'est qu'aujourd'hui, dans le processus concernant les listes électorales pour aussi bien pour l'accession donc pour le vote du référendum, il y a effectivement des représentants de l'ONU qui sont là dans les CRS et qui seront également observateurs au moment de ce référendum-là. Forcément, l'ONU suit effectivement le problème de la Nouvelle-Calédonie grâce à notre intervention à ce niveau-là. Et effectivement, la venue des experts pour le référendum, elle est acceptée. Oui, depuis novembre 2017, tous les jeudis après-midi, on se retrouve, les indépendantistes et les loyalistes, au Saria, préparer le référendum, et on a été d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de souci à ce qu'il y ait un regard extérieur de gens de l'ONU. Ça a été un peu difficile de votre part. J'ai proposé notamment qu'on élargisse aux nations démocratiques de la région, c'est-à-dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande, au travers du Forum du Pacifique. Mais je vais un peu taquiner Caroline Machoro, mais ok, le comité de décolonisation, mais enfin, je voudrais quand même faire remarquer que les membres du comité de décolonisation, vous avez la Syrie, vous avez l'Iran, vous avez le Venezuela. Je ne sais pas si ces gens sont vraiment en mesure de nous donner des grandes leçons de démocratie en Calédonie. Donc, que l'ONU vienne regarder, d'accord, mais il faut aussi être lucide sur le fait que ce comité, c'est un moi, comité je n'ai pas de leçon à donner à l'ONU. Tout ce que j'attends de l'ONU, c'est un organisme international qui s'occupe de la paix et qui s'occuppe des peuples qui sont encore colonisés aujourd'hui. Il n'a pas mis le Tibet, il n'a pas mis le Tibet dans la liste des pays. C'est ça que l'on attend de l'ONU, et c'est pour ça qu'effectivement, existe cette liste des pays à décoloniser, et c'est pour ça que nous sommes inscrits, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous demandons effectivement la présence de l'ONU ici par rapport à cette là-dessus, on est d'accord. Ces choses-là. D'accord, un point de convergence. La Calédonie est aussi membre associé, non pas de l'ONU, mais de l'UNESCO. Donc c'est une organisation internationale, elle peut bénéficier de ses programmes. Elle est membre associée depuis peu. Est-ce que 2017. Exactement, octobre, fin 2017. Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que ça nous sert vraiment? Caroline Machero ou Philippe Blais? Ça fait partie de cette préparation, de ces bases qu'il faut poser par rapport au futur État souverain. Le futur État souverain sera aussi membre d'autres organisations du monde aujourd'hui que la France ne permet pas. Et d'ailleurs, je rappelle tout à l'heure, vous avez parlé de l'accord de Nouméa qui partage en quelque sorte cette compétence régalienne, l'exercice de la compétence régalienne entre la Nouvelle-Calédonie et sa France. C'est faux, il n'y a pas partage. Quand on lit l'article 28 de l'accord de Nouméa, en fait, la Nouvelle-Calédonie peut passer des accords avec des pays, des États de la région, sauf qu'il faut toujours l'aval du gouvernement français. Il faut toujours l'aval. On peut signer. Donc on est dans un entre-deux finalement. Le président du gouvernement peut signer des accords ou des conventions avec des pays, mais il faut quand même l'aval de la France, toujours du gouvernement français. La Nouvelle-Calédonie ne peut pas prendre des accords diplomatiques à la place de la France. Oui, bien sûr. Elle le fera le jour c'est une compétence qui reste régalienne. souverain. Mais sur l'UNESCO, est-ce que ça nous sert, par exemple, est-ce que pour les lagons qui sont classés depuis 10 ans, on vient de fêter le 10e anniversaire à l'inscription au patrimoine mondial, est-ce que, par exemple, là, on aura du coup un accès au dossier, à l'évolution, un éventuel déclassement? Il y a un souci avec cette adhésion à l'UNESCO, c'est que d'abord, on n'était pas membre de l'UNESCO quand le lagon a été inscrit au patrimoine, et en fait, cette décision, elle a été imposée par la France, en réalité. C'est bizarre. Mais elle n'a pas été débattue au Congrès. Et je l'avais fait remarquer quand on nous a soumis le Mais il y a eu quand même de la participation. Ce sont les provinces, en fait, qui ont inscrit le parti de leur lagon au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, effectivement. Et je trouve quand même que c'est quelque chose d'important, parce que ça permet, effectivement, ça nous oblige, nous,
usufruitiers en fait de ce patrimoine-là, de pouvoir de le sauvegarder, de le protéger. Effectivement, si petit on n'avait pas inscrit nos lagons surtout pour un pays qui produit du nickel, qui est quand même quelque chose de polluant, effectivement, ça nous oblige à prendre des mesures pour conserver ce lagon dans son état et avec un suivi, effectivement, et un contrôle de l'UNESCO. Alors, plus près de chez nous, on part de l'UNESCO et on revient au Forum des îles du Pacifique. Donc, on est finalement membre à part entière depuis octobre 2016 avec la Polynésie française. C'est l'organisation politique régionale. Très concrètement, est-ce que c'est une avancée finalement de faire partie de ce forum qui pond des communiqués ? À quoi ça sert pour le téléspectateur qui nous écoute ce soir ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? C'est de la coopération régionale. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont entrées comme membres non souverains. Donc c'est un changement dans le fonctionnement du Forum du Pacifique parce que c'est d'abord une coopération régionale. Ça n'a pas de portée diplomatique. La diplomatie, le reste du domaine de l'État. Mais vous voyez, par exemple, nous, on n'a pas de souci avec le fait d'être membre du Forum du Pacifique. En revanche, il y a eu un débat sur le fer de lance. Est-ce que la Calédonie doit participer au fer de lance ? Le gouvernement germain voulait le faire. On s'est retrouvé là-dessus parce que les indépendantistes sont très attachés au fait que, historiquement, c'est le FLNKS qui monte du fer de lance. Alors, historiquement, je vais peut-être parler du fer de lance. Historiquement, le fer de lance a été créé pour soutenir la lutte du peuple kanak. Et depuis, effectivement, le fer de lance se réunit tous les 2 ans, effectivement, dans un sommet des leaders et renouvelle son soutien, cette fois-ci, à l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Mais c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Et maintenant, effectivement, le gouvernement germain a demandé à plusieurs reprises d'en faire partie. Nous, on est complètement vous êtes opposé, donc on sent la ligne de fracture dans le camp loyaliste. Est-ce à dire qu'effectivement, le gouvernement germain va dans le sens effectivement de ce que de ce projet-là. Ils sont nationalistes, alors peut-être que ça ne dérange pas, mais nous, ça nous pose un problème. Les pays fer de lance, le groupe des pays fer de lance, c'est-à-dire le soutien à l'accession. Mais vous seriez prêt, vous, aujourd'hui, en connaissant l'histoire de ce groupe mélanésien fer de lance, donc qui se crée dans les années 80 pour soutenir la cause indépendantiste, aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie, dans ce processus, puisse être membre à part entière ? Ce que je viens de dire, c'est effectivement la Nouvelle-Calédonie soutient l'accession à la pleine souveraineté, il n'y a pas de souci, puisque c'est l'objectif premier et c'est la priorité aujourd'hui encore de ce groupement, de cette organisation-là. Pour moi, clairement, tant que les Français, on n'a rien à y faire. Donc, effectivement, si le gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans cette démarche, pourquoi pas ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi du business, du lobbying économique à faire à travers ces organisations régionales tout près de chez nous? Tout à l'heure, je disais que le groupe des pays fer de lance organise des foires commerciales grâce aux portes ouvertes, aux voies ouvertes par cette association-là, cet organisme-là. Aujourd'hui, il y a des relations, effectivement, qui ont été reprises par le gouvernement, des démarches qui ont été reprises par le gouvernement pour amener les entreprises calédoniennes à investir dans les pays de la Mélanésie aujourd'hui. On est très pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut dissocier la question politique. C'est-à-dire que l'activité politique du fer de lance, c'est une chose, mais rien n'interdit de nouer des liens avec les pays de la région. Mais c'est normal. Et on n'a pas à s'interdire d'aller nouer des relations avec la Mélanésie. Tout à l'heure, je disais que le FLNKS avait ouvert par le biais du fer de lance, effectivement, ces voies-là. C'est justement pour que la Nouvelle-Calédonie puisse s'y engouffrer. Entendre Philippe Blaise aussi sur le Forum des îles du Pacifique. On le sait, il avait été créé dans une politique contre un peu la politique menée par la France dans le Pacifique. C'était à l'origine contre sa politique nucléaire. Le camp loyaliste a, semble-t-il, dépassé finalement cette histoire. Vous l'avez accepté, vous, ce fait historique? Mais Valérie Genot, c'est le monde qui a changé. C'est pas nous. C'est-à-dire que quand le président Macron vient ici parler de l'axe Indo-Pacifique, il parle bien de l'émergence de la Chine comme une menace ressentie par tout le monde, l'Inde, l'Australie et la France. Et donc le Forum du Pacifique a compris qu'on était plus fort en étant solidaire face à ces nouvelles menaces. Les relations entre la France et l'Australie ont radicalement changé en 30 ans. Il y a 30 ans, la France était un pestiféré dans le Pacifique. Aujourd'hui, les Australiens demandent le maintien de la présence française. Quand vous allez à l'Australia Day chez le consul d'Australie, il reste quand même sur une neutralité, je pense, Philippe Blaise. Il reste sur une position de neutralité. Ils vont attendre le résultat du référendum. Cette phobie de la Chine, là, j'ai du mal un petit peu à comprendre. Sachant qu'effectivement, tout à l'heure, quand on a commencé, on a parlé de Jean-Marie. Jean-Marie disait, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes des Orientaux. Et donc, c'est une civilisation millénaire, au-delà, effectivement, de la peur que la Chine inspire, parce que c'était une Chine
communiste, parce que c'est une Chine qui est devenue très capitaliste d'ailleurs aujourd'hui. Il y a autre chose quand même qu'apporte la Chine, comme d'autres pays. Et nous, on en parlera dans la seconde partie de ce débat. En tant que pays souverain, on parlera du comportement des bateaux chinois dans les eaux territoriales souveraines. Dans quelques instants. Tous les pays, notamment avant que d'être peut-être financier. Je voudrais qu'on reste quand même sur ce débat. Quelle place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde après 2018 ? On sait que la Nouvelle-Calédonie est en train de mettre en place un réseau de délégués. Alors, ce ne sont pas des ambassadeurs. Ils seront 4. Sous les ordres des ambassadeurs. Alors, justement, c'est quoi ? C'est des demi-ambassadeurs Ce sont des représentants de la Nouvelle-Calédonie, ce sont des délégués qui représentent les intérêts commerciaux, humains, culturels de la Nouvelle-Calédonie. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Ils sont dans une ambassade, et dans l'ambassade, l'ambassadeur a toute autorité, et si la personne ne se plie pas à la politique étrangère de la France, il peut le renvoyer. Il faut le savoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas deux capitaines à la barre. Pour vous, c'est satisfaisant ou ça ne l'est pas, Caroline Pour moi, c'est Machon ? satisfaisant parce que ça rentre dans une formation diplomatique pour le pays à venir, pour le pays souverain à venir. Je rappelle d'ailleurs que les délégués pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le FLNKS, c'est surtout l'Union calédonienne qui a fait cette proposition dans les négociations pour l'accord de Nouméa. C'est nous qui avons demandé, effectivement, comme étant un geste pour former des futurs diplomates pour le pays indépendant. Donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'ailleurs, puisque j'ai fait partie du jury à l'oral de ces jeunes-là, et de constater les potentialités qui existent ici en Nouvelle-Calédonie au niveau des citoyens pour pouvoir effectivement être ces ambassadeurs de demain. Et donc, il y a une formation qui va durer quand même une année. C'est une formation qui est assez poussée quand même. Et ces jeunes-là vont ensuite être dans des ambassades françaises. C'est 2019. Ce que je dis, c'est que c'est une bonne formation, effectivement, dans le cadre de sa préparation Est-ce que vous y croyez, des moyens humains de la diplomatie Vous êtes vraiment calédonienne très dubitatif sur le rôle de ces délégués? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas dubitatif. Je pense que les rôles sont très, très clairs. C'est-à-dire qu'en matière de diplomatie internationale, c'est l'ambassadeur, c'est le corps des ambassadeurs de la France. Mais ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir des gens qui connaissent la Calédonie, qui sont issus d'ici et qui vont défendre nos intérêts là-bas, parce que s'il n'y a que des gens qui viennent de métropole, qui ne connaissent pas la Calédonie, ils vont pas... Donc là, vous rejoignez finalement. Donc c'est pas une mauvaise chose. Même en restant dans la France, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Ils seront en poste en Australie, à Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, également au Vanuatu. Est-ce que leur jeunesse, je crois qu'ils ont entre 24 et 33 ans, est-ce que cette jeunesse n'est pas un handicap? On sait que souvent les ambassadeurs, c'est quand même des personnes, on va dire... Ce ne sont pas des ambassadeurs. Enfin oui, des ambassadeurs. Ce sont des délégués, on l'a bien compris, mais est-ce que la jeunesse de ces délégués pourrait être un handicap, tout simplement? Alors, pour leur mission, je prends le cas d'une des personnes qui est dedans, effectivement, et qui a travaillé, effectivement, notamment au consulat d'Australie, puis aussi au niveau du fer de lance pendant des années, à Vanuatu, secrétariat. Et je rappelle, ils ont quand même une formation d'un an, à Sciences Po, auprès des stages, auprès d'ambassades. Ils sont parfaitement bilingues aussi. Ils sont parfaitement bilingues, et ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Comme tous. Et ils auront également une autre formation académique dans un institut en Australie, effectivement, par rapport à pour effectivement. Sur leur profil, pardon, Caroline Machon, sur leur profil, Philippe Blaise, un mot, jeunesse, handicap ou pas? Pas du tout. Je pense qu'à partir du moment où ils ont des missions qui sont cantonnées dans le fait de représenter la Calédonie, de défendre nos intérêts, d'organiser les relations entre le gouvernement de la Calédonie et les gouvernements de la région, la jeunesse n'est pas un handicap. Bien au contraire. Ce ne sont pas des ambassadeurs, ce ne sont pas des gens à qui on demande des années de carrière pour gérer des dossiers internationaux sensibles. Bien au contraire, ce sont des jeunes qui sont en formation, effectivement, pour un jour être des ambassadeurs, des diplomates pour le pays. Peut-être. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi... J'en suis sûre. Vous l'espérez. Pas le même but là-dessus. Vous, dans la Calédonie de demain, il y a des ambassadeurs partout, c'est ça? C'est le pays qui décidera de sa représentation diplomatique là où il voudra, et donc il négociera effectivement. Et les jeunes qui sont en formation aujourd'hui pourront, dès l'indépendance, occuper ces postes-là. Je sais pas des ambassadeurs de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Mais ça n'est pas Philippe Blaise, le critère indépendantiste n'est pas un critère. C'était une boutade de Caroline. Ah bon, je préfère. La question. Non, mais la question, c'était ça. C'était une réaction par rapport à ce projet d'ambassadeur de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Ça serait... je ne suis pas indépendantiste. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, si, je sais, bien sûr. À partir du moment où notre projet, c'est de garantir la pérennité des services sociaux, du niveau de vie, on considère que la souveraineté n'est pas un but en soi.
Ce qui est important, c'est le quotidien des Calédoniens. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une immense zone maritime à défendre, une zone économique exclusive d'1,5 million de kilomètres carrés, un espace qui a été convoité, d'autres diront pillé en 2016 et 2017 par des bateaux de pêche en provenance du Vietnam. La pêche illégale, comment y faire face? Eh bien, cette question tient à cœur. Yann Moilou, c'est notre invité ce soir, donc c'est le témoin de la société civile. Bonsoir Yann Moilou. Bonsoir. Vous êtes donc à la tête du collectif pour la défense de nos lagons et de notre zone économique exclusive. Collectif qui s'est mobilisé, on le sait, contre cette pêche illégale, contre la venue de ces blue boats. Et vous avez des questions ce soir à poser à nos invités. On vous écoute. Alors, c'est une question assez technique pour Caroline Manchoro. Donc, la question, c'est, on vous a entendu aussi parler des blue boats aussi avec M. Philippe Blaise. Donc, si le pays était amené à être indépendant, comment comptez-vous financer et assurer la défense militaire du pays de demain, sachant que c'est un budget à part? Alors, sur la question déjà de défense militaire, pour le moment, les discussions restent au sein du FLNKS. Est-ce que la FLNKS, le pays kanaki demain, sera doté d'une force de défense militaire, ou est-ce que, dans le cadre des négociations dont je parlais tout à l'heure, des interdépendances, on s'appuiera peut-être sur d'autres forces qui existent déjà aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ou dans la région et avec qui la Nouvelle-Calédonie a des relations. Je parle bien sûr des forces françaises, mais aussi des forces australiennes, des forces néo-zélandaises, qui disposent effectivement de cette force de surveillance aussi des lagons et du monde marin. Donc par rapport à ce genre de choses. Donc ça fera partie des négociations. Une fois que le pays aura décidé de se doter ou de ne pas se doter d'une armée, en tout cas, il y aura effectivement les moyens pour effectivement défendre effectivement notre ressource. Une autre question, Yann Moilou, peut-être à Philippe Blaise. Oui. Donc, je parlais tout à l'heure, donc il avait aussi évoqué le sujet des blue boats. Comment expliquez-vous qu'on ne vous a pas aussi entendu pendant ces 18 mois? Souvent, vous entendez parler sur l'insécurité, la délinquance, voilà, en gros, quoi. Et donc, voilà, est-ce que le sujet des blue boats dans le Nord était beaucoup plus évasif ou vous défendez plus des dossiers plus dans la capitale, dans le Gros Nouméa? Ça, c'est pas une question sympa, mais pour une raison simple, M. Moilou, c'est que c'est une compétence régalienne. C'est-à-dire que c'est l'État qui fait le job. Et nous, on est des élus d'une collectivité de la République, mais ce n'est pas nous qui avons la main sur les forces armées, sur la Marine nationale. Mais je reviens là-dessus. Je crois que c'est un vœu pieux de penser qu'un pays peut assurer la protection de la zone maritime d'un autre pays souverain, parce que ça n'existe pas dans le Pacifique. Aujourd'hui, les bateaux qui viennent piller vos espaces traditionnels, vos ressources, les bateaux chinois ou vietnamiens, évitent les territoires où il y a une vraie marine capable de les chasser. Et ils vont là où ils veulent, dans les autres pays qui n'ont pas de marine. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très pragmatique. Il y a la marine française ici, c'est pas pour ça. La marine française, elle ne défend pas le Vanuatu, elle ne défend pas les Samoa, elle ne défend pas les Salomon, elle ne défend pas les pays dont les eaux sont pillées. C'est une réalité. Il y a 3 zones qui sont évitées par les bateaux chinois, c'est la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, parce que la marine nationale. Il y a aussi une agence de pêche du Forum, justement, on parlait du Forum tout à l'heure, qui régule effectivement auxquels ces pays-là adhèrent et qui régule quand même la pêche. Quota, sans doute, mais qui n'empêche pas les bateaux pirates. Est-ce que vous avez une autre question, Yann Moilou, à poser à nos invités ce soir qui sont en plateau? Oui, alors ça, c'est plus une question à Caroline, en tant qu'élue de la province Nord. Dernièrement, en janvier, donc, on a reçu une délégation vietnamienne. Moi, je voudrais juste poser la question par rapport à l'attitude de la province. C'est-à-dire que quand on avait discuté pour chercher à endiguer le problème, enfin, à leur niveau, comment se fait-il que la province, 2 heures après, a pu recevoir le ministre vietnamien pour discuter des projets de pêche, etc., alors qu'on n'a pas commencé à traiter le problème? Alors déjà, en début d'année, effectivement, est arrivée une délégation, une mission ministérielle du Vietnam qui est arrivée ici. Moi, je ne l'ai pas reçue en province Nord, par contre, je l'ai reçue dans le cadre du bureau du Congrès. Et effectivement, nous avons justement abordé ce sujet-là, qui est un sujet non pas seulement
de pillage de la ressource naturelle, mais aussi un problème de sécurité. Quand on a vu ce qui s'est passé notamment à Belep, où maintenant les gens de Belep, quand ils vont à la pêche, de peur de se retrouver nez à nez avec ces blue bottes, ils partent avec ils pourraient partir avec des fusils. On ne sait pas aussi. Ça pourrait déraper. Ça peut déraper à un moment ou à un autre. Effectivement, nous avons discuté avec ces gens-là, nous leur avons parlé de se faire valoir ces problématiques-là qui se posaient, et ils nous ont effectivement indiqué que c'était une des provinces du Vietnam qui était un petit peu hors la loi et qui justement envoyait ces gens-là et qu'ils allaient donc régler ce problème. Et depuis le passage, effectivement, on voit bien qu'il y a peut-être un peu moins de blue boat. Mais pour l'avenir déjà, dans le cadre du pays aussi indépendant, ça fait partie aussi des négociations qu'on doit avoir avec ces pays-là, avec ces gens-là. Il faut qu'on puisse discuter avec eux pour effectivement, sortir des situations comme ça. Ils sont venus parce que l'Europe les a menacés de mettre un embargo sur les importations vietnamiennes. Tout à fait. Donc ça, oui, l'argument commercial a été une excuse. Très fort. Mais ça fait partie effectivement aussi des discussions qu'on doit avoir avec ce genre de pays. Très rapidement, Yann Moilou, parce qu'il nous reste peu de temps sur cette partie, est-ce que vous avez une dernière question à poser peut-être à Philippe Blaise? Oui. Avec une réponse courte, s'il vous plaît. Bon, oui, on va parler un peu, c'est sur la croissance bleue. Donc, comment vous voyez la place de la Nouvelle-Calédonie dans la région du Pacifique et dans le monde à travers tous ces projets qui restent à développer, notamment l'aquaculture, l'élevage, la pisciculture et les relations commerciales. Je crois qu'effectivement, ça fait partie des gisements de diversification économique, parce que la Nouvelle-Calédonie a la capacité d'accueillir des entreprises innovantes dans tout ce qui est l'aquaculture, mais également toutes les ressources de la mer, l'énergie qui peut être générée dans des économies insulaires. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et d'où l'intérêt d'être rattaché à une grande puissance qui nous permet d'avoir des circuits où on peut capter du capital, investir dans des start-up. Merci Philippe Blaise pour votre réponse. Merci à vous, Yann Moilou, d'être venu poser vos questions en tant que témoin de la société civile à nos deux élus ce soir. Est-ce que je peux juste, sur la question des biches de mer, dire une petite chose? C'est que la province Nord, également avec une personne, un entrepreneur du Sud, a mis en place, par le biais de la Sophie Nord, des naisseurs, des naissins, ou je ne sais pas comment ça. Des parcs, oui. Pour les biches de mer. Et c'est quelque chose qui est à développer. Il y a déjà des éleveurs de biches de mer qui se sont créés. Et donc, c'est quelque chose qui est à développer. Et pourquoi ne pas demain, pour éviter ce genre de pêche illégale qui se passe, plutôt passer des accords et nous vendrions nos produits, effectivement, à ce genre de personnes-là. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous, Yann Moilou, d'être venu en tant que représentant d'un collectif de défense pour du Lagon. À présent, nous retrouvons Angélique Souche pour une première synthèse peut-être du débat sur ces relations internationales, sur cette place de la Calédonie dans le monde. Après 2018, on a des positions peut-être très tranchées encore. Alors déjà, quelques convergences se dessinent. La première, c'est que la coopération régionale, et Philippe Blaise fait bien la distinction entre la coopération et l'action diplomatique elle-même, elle est finalement nécessaire. Là, il y a convergence. On a tout à y gagner. Le monde a changé, a précisé Philippe Blaise. Convergence aussi, pour des raisons différentes, sur le rôle du groupe mélanésien du fer de lance, qui, pour nos deux invités ce soir, quelle que soit leur conviction, doit garder sa vocation politique, historique. Le groupe mélanésien du fer de lance est un soutien de la revendication indépendantiste et aujourd'hui de la demande d'accession à la pleine souveraineté. La Nouvelle-Calédonie, en tant que telle, n'a pas forcément vocation à intégrer ce groupe-là. Les divergences, on les a vues, il y en a plusieurs. La principale, elle est notamment sur la relation que peut avoir la Nouvelle-Calédonie avec la Chine et donc, par défaut, la relation que la Nouvelle-Calédonie en triangulaire peut avoir avec la France. La Chine est une menace, nous a dit Philippe Blaise. La Chine pourrait être une opportunité, a-t-on compris, en tout cas, de Caroline Machoro. En tout cas, c'est aujourd'hui un partenaire commercial avec le nickel. Et on a même, et c'est pour le coup plus surprenant, Caroline Machoro nous a dit c'est un partenaire, ou en tout cas quelqu'un avec qui on a un lien, un pays avec lequel nous avons un lien culturel. Reprenant, faisant référence à Jean-Marie Djibaou, nous sommes des orientaux, vous nous avez expliqué. Divergence également sur l'ONU. Alors là, la divergence, elle est
finalement évidente, cohérente avec les positions des uns et des autres. La question de l'adhésion pleine et entière de la Nouvelle-Calédonie à l'ONU n'a pas lieu d'être pour Philippe Blaise, qui veut rester dans la France. Et c'est une finalité même pour Caroline Machoro et les indépendantistes, qui, a rappelé, ont été pionniers dans la nécessité, en tout cas dans la demande d'exister, que la Nouvelle-Calédonie est une voix à part entière dans le concert des nations. Merci Angélique. Autre question pour un autre débat à suivre. Quelles sont les perspectives économiques dans notre région après 2018? Peut-on mieux faire? Réponse à suivre dans cette seconde partie d'émission, tout de suite, dans quelques instants. Merci à vous. Bonsoir aux nouveaux venus. Et ce débat oppose maintenant Nicolas Mesdorf à Charles Ouachetine. On va demander à nos invités juste de voilà. Donc bonsoir à vous deux. Donc Nicolas Mesdorf, vous êtes élu Calédonie Ensemble. Charles Ouachetine, vous êtes élu Uni au Congrès. Et d'abord, avant de rentrer dans le vif de ce débat sur le poids économique de la Nouvelle-Calédonie dans la région Asie-Pacifique après 2018, on va faire un focus avec Angélique Souche sur justement notre rôle économique. Comment est-il? Est-ce que nos échanges sont très timides avec nos voisins de l'arc mélanésien et peut-être plus avec nos voisins asiatiques? Timide, faible en tout cas, et c'est tout à fait normal pour une économie insulaire. La Nouvelle-Calédonie est largement dépendante du reste du monde. On achète beaucoup plus que ce qu'on ne vend, ce qui vaut à la Nouvelle-Calédonie une balance commerciale structurellement déficitaire. Ainsi, en 2017, nous avons importé l'équivalent de 268 milliards de francs de biens et services. Et si la métropole reste le premier pays fournisseur, c'est bien de la grande région Asie-Pacifique que nous importons le plus. Concernant nos exportations maintenant, elles ont atteint 163 milliards de francs en 2017, avec une nette progression, plus de 20%, effet nickel oblige. Et là encore, les flux d'échanges sont largement, pour les 3/4, tournés vers les grands pays de la région, la Chine, le Japon, l'Australie. Il faut rappeler quand même que nous exportons à 90% en valeur, une fois encore, notre nickel, l'or vert donc, qui représente l'essentiel de cette manne. Pour mettre un petit peu en regard, les produits de la mer ne représentent que 2% de ces exportations. Et Angélique, alors après 2018, est-ce que ces échanges pourront se faire dans une autre monnaie? On sait que d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique, eh bien, les avis sont différents. On a 4 options en tout cas qui s'offrent à nous. Alors, 4 options issues de l'expertise, la mission d'experts de 2015. La première, c'est tout simplement le maintien du franc Pacifique, un statu quo qui aurait pour avantage de garder la crédibilité de la monnaie grâce à la parité fixe avec l'euro. En revanche, cette option nécessite le maintien de transferts importants venus de la métropole pour assurer le financement du déficit commercial dont nous venons de parler et donc un certain niveau de vie et un certain niveau d'importation. La deuxième option, c'est le passage à l'euro, option qui, on le comprendra, finalement accentue les avantages et les inconvénients de la première option, à savoir la force de la monnaie d'un côté et le besoin de financement par la France de l'autre. Autre risque, c'est l'inflation ressentie ou réelle. Troisième possibilité, c'est l'ancrage finalement à un panier de monnaie. Alors une monnaie, c'est-à-dire l'intégration à une sorte de monnaie de la région Océanie qui aurait pour avantage finalement de prendre en compte le poids économique de chaque pays. Cette solution permet d'absorber ce que l'on appelle le risque de change, très clairement, de donner à la monnaie la valeur dont a besoin l'économie réelle. En revanche, elle demande là encore que le pays ait la capacité d'acheter beaucoup de devises sur le marché, ce qui est très clairement risqué pour un petit pays. La dernière possibilité consisterait à s'inspirer du fonctionnement de la zone CFA, le franc de la communauté africaine, là encore une option qui reste adossée à l'euro. Remarque importante, tous ces cas de figure, ces 4 cas de figure sont envisageables, quel que soit l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, dans la France ou indépendante. Alors, merci Angélique pour ces précisions. On va rester un moment sur la monnaie. Qu'est-ce qu'on peut garder dans ces positions et qu'est-ce qu'on peut exclure? Par exemple, le passage à l'euro, pour l'un comme pour l'autre? Risque d'inflation, on n'en veut pas ou on en veut? Alors pour nous, je crois que les 4 hypothèses développées restent à l'étude. On a voulu nous poser le débat sur la monnaie parce qu'on
considère que c'est un levier important en matière non seulement de développement, mais surtout quand on veut que la Nouvelle-Calédonie, effectivement, s'émancipe totalement. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, et vous l'avez indiqué dans le reportage, est totalement tributaire, notamment de la France et de l'Europe. Aujourd'hui, en matière d'importation, nous faisons, c'est quasiment à 40 à 50% de nos produits qui sont importés de l'Europe. Mais sur l'histoire de la monnaie... Avec toutes les incidences que cela a. Alors, effectivement, donc pour nous... Nous voulons que la Nouvelle-Calédonie s'insère dans la région, donc avec des possibilités d'échange avec les pays de la zone. On sait qu'il y a un certain nombre d'expériences dans la région qui peuvent être étudiées. Pour nous, on pose simplement le débat, parce que la question de la monnaie ne peut être traitée que si on reconsidère la manière dont on commerce avec les différents pays. Dans le projet de l'UNI, notamment en vue du référendum, il est question de l'option du panier de monnaie issue du Pacifique. Ça reste une hypothèse pour l'instant ? C'est une hypothèse. On sait que là aussi, pour nous, aujourd'hui, on exporte notamment notre nickel en dollars. Nous importons notamment avec le franc français, etc. Donc il faut voir toutes les possibilités. Simplement, on dit il faut qu'on traite une bonne fois pour toutes la question de la monnaie qui, je l'aurais dit, est un levier important. Donc, Nicolas Mesdorf, vous pour Calédonie Ensemble, quelle est la position sur la monnaie ? Est-ce qu'on garde le CFP et cette parité fixe pour l'instant ? Pour nous, c'est clair, oui. Il n'y a pas d'hypothèse autre envisageable. Pourquoi ? Parce que l'euro est une monnaie forte. On a cette parité avec le franc CFP. Alors c'est vrai que pour exporter, ça pose quelques problèmes parce que c'est une monnaie forte par définition. Mais comme on a 90% de biens importés que l'on consomme en Nouvelle-Calédonie, il faut aussi avoir une monnaie forte pour pouvoir acquérir ces biens. Si demain on changeait de monnaie, un panier de monnaie qui serait un petit peu hypothétique, on ne sait pas trop ce que c'est, on aurait une monnaie moins forte, on aurait moins de pouvoir d'achat, une impossibilité d'acheter les produits importés de qualité qu'on a aujourd'hui. Votre voiture, Valérie Jodot, coûterait 2 fois plus cher avec autre chose que le CFP allié à la parité de l'euro. Ça veut dire que le projet de Calédonie Ensemble, c'est de garder ce modèle-là. On ne commerce pas plus avec les pays de la région ? Non, mais bien évidemment qu'il faut commercer plus avec les autres pays de la région. Parce que les produits importés sont quand même très chers. Mais il y a d'autres leviers que la monnaie. D'abord, ce qu'a dit Angélique Souche est très intéressant. Le déficit commercial de la Nouvelle-Calédonie annuel, c'est 100 milliards de francs. 100 milliards de francs, c'est 10% de notre PIB. Pour rétablir un petit peu l'équilibre de cette balance commerciale, il y a 2 stratégies. D'abord, développer la production locale. Développer la production locale au niveau agricole, parce qu'avant d'exporter, il faut satisfaire les besoins du marché local. Quand vous allez faire vos courses, vous trouvez des pommes et des poires. Ce n'est pas produit localement, c'est de la valeur perdue. On trouverait mieux peut-être de la papaye, des ananas et des bananes, qu'on pourrait ensuite, une fois qu'on a satisfait le marché, exporter. Pareil pour l'énergie. L'énergie, on importe 70 milliards d'énergie fossile. Hydrocarbures, charbon. Alors que dans notre pays, on a de l'eau, du vent et du soleil. On n'a que 15% d'énergie renouvelable qui couvre les besoins de la distribution publique d'électricité. Là encore, on peut développer ces énergies renouvelables de manière à, là encore, rééquilibrer cette balance commerciale. Tout cela, qu'est-ce que ça s'appelle ? Ça s'appelle la souveraineté économique. C'est plus de production locale. Et une fois qu'on est assis, une fois qu'on est assis sur une production locale forte qui crée de la richesse, on se sert de cette production locale pour ensuite l'exporter. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Vous partagez ce point de vue ou pas ? D'abord, on consolide finalement les acquis et ce qui reste à faire en interne, et ensuite, on regarde le marché extérieur. C'est concomitant. Les deux choses vont de pair. Ouais. On ne peut pas imaginer demain, puisqu'on parle de la monnaie, adopter une monnaie qui soit singulière sans qu'on remette forcément, qu'on revoie. Donc les relations qu'on a avec les autres pays. Nous on plaide pour qu'effectivement on s'insère dans la région. Pourquoi ne pas envisager demain de commercer avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande? On sait qu'aujourd'hui... ce sont des gros marchés. Ce sont des gros marchés. Et alors la difficulté, évidemment, vient du fait que
comme ce sont des produits à forte valeur ajoutée, donc il y a des contraintes pour les petits pays, et ça vaut pour la Nouvelle-Calédonie, pays insulaire. Mais dans le même temps, on leur a dit on ne peut pas se contenter aujourd'hui de la seule production du nickel. Il y a des niches à trouver, et effectivement, donc il faut qu'on arrive à développer d'autres secteurs, comme l'agriculture, comme les énergies. Je crois que là aussi, donc c'est important qu'on développe notre énergie. Il faut qu'on arrive, nous, à proposer une expertise à l'endroit des pays, notamment de la zone, parce que la Nouvelle-Calédonie donc, a des possibilités sur le plan des expertises. Donc on a également ici, chez nous, une présence importante. Des organismes de recherche qui peuvent aussi être des leviers. Donc, on a du potentiel. Il y a effectivement du potentiel. Donc il faut qu'on se sorte de la seule monoculture aujourd'hui, donc du seul monopole du nickel, qui paradoxalement ne représente que 10% du PIB. Alors effectivement, donc, derrière tout ça, le problème qui se pose à nous aussi, et ça je le dis à l'endroit notamment des indépendantistes que nous sommes, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on se sorte notamment des transferts de l'État qui finalement donnent une image qui est celle aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie, où on a un fort PIB. Je crois qu'on est par habitant qui est relativement important, mais qui en réalité est repose sur une économie totalement artificielle. On connaît l'argumentation indépendantiste. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu sur le débat avec une réaction sur cette déclaration du président Macron. C'était le 5 mai dernier au Théâtre de Lille. Vous allez découvrir cette déclaration du président de la République qui plaide donc pour une stratégie indo-pacifique. C'est une stratégie économique indispensable et c'est celle de l'ambition pour ce territoire que nous voulons porter. Il parle bien sûr de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous partagez cette ambition, cette stratégie au-delà du clivage politique? Oui, en plus, moi je suis affilié à En Marche, donc ça me va bien. Bien évidemment, le président Macron a raison quand il parle de l'axe Indo-Pacifique. L'axe Indo-Pacifique, c'est quoi? C'est les pays de l'Asie et du Pacifique qui se regroupent pour être plus forts économiquement, notamment face au développement monstrueux de l'empire chinois dans notre zone qui colonise petit à petit les îles du Pacifique. Donc, je tiens à dire également que la Nouvelle-Calédonie, mine de rien, est le dernier pays européen du Pacifique. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron compte aussi sur la Nouvelle-Calédonie comme une tête de pont de la République française et de l'Europe dans le Pacifique. Il y a d'autres territoires aussi, quand même, Polynésie française. Depuis le Brexit, non. Nous sommes le dernier pays européen du Pacifique, avec bien sûr la Polynésie française et Wallis et Futuna, mais tous ceux qui sont français. Et donc, l'idée pour nous, c'est quoi maintenant pour mettre en œuvre cette stratégie indo-pacifique? Parce qu'il ne faut pas que ça reste que des mots. Donc, la première chose, c'est de développer la diplomatie économique. C'est l'intégration au Forum des îles du Pacifique. Vous en avez parlé tout à l'heure dans votre première partie d'émission. C'est l'installation des délégués régionaux dans les 5 pays que vous avez cités qui seront des relais. Ça, c'est beaucoup de diplomatie, mais concrètement, ça se passe Non, mais la comment, diplomatie, elle est importante pour développer les exportations parce que les autres pays, ils ont des réglementations sanitaires, des réglementations douanières, des barrières fiscales. Mais nous aussi, on en a. Nous aussi, on en a, mais ça, c'est pour l'importation. Mais si on veut exporter, il faut se mettre d'accord avec les autres dirigeants des pays du Pacifique pour abaisser les barrières douanières et tarifaires qu'ils ont pour les produits calédoniens. C'est un petit peu les organisations internationales, c'est le Mercosur en Amérique du Sud, c'est l'ALENA en Amérique du Nord. Et puis, il y a également, en plus de cette diplomatie politique qui est aussi relayée par les délégués régionaux dont on a parlé également en première partie d'émission, il y a le soutien aux entreprises calédoniennes. Le soutien à l'entreprise calédonienne, c'est quoi? Le crédit, c'est ça, l'investissement? C'est abaisser les coûts de l'exportation. Donc, c'est le crédit d'impôt qu'a voté le gouvernement, qui est en attente sur le bureau du Congrès. On espère que Thierry Santa va... Là, vous nous faites un programme, Nicolas Mézard, on entend bien. Mais un crédit d'impôt de 50 millions pour les entreprises qui font de la prospective et qui veulent aller des marchés pacifiques. Et puis, c'est également le soutien au regroupement d'entreprises calédoniennes qui veulent également aller s'installer dans les pays du Pacifique. Charles Ouachetine, est-ce que vous partagez, vous cette Non, on a bien compris que cet axe indo-pacifique, en réalité, c'est pour contrecarrer ce que le président Macron estime comme relevant de l'hégémonie de la Chine. En même temps, il dit que la Chine, on doit, entre guillemets, s'en servir, on doit être un partenaire. Il parle d'abord d'hégémonie. Nous, on considère que nous sommes dans cette zone pacifique, Océanie. La Chine constitue un marché important aussi, donc, y compris pour les petits pays insulaires et pourquoi pas pour nous. On exporte déjà du minerai de nickel à la Chine.
pourquoi ne pas envisager à terme d'exporter d'autres produits? Ça ne vous fait pas peur, c'est un partenaire naturel, on pourrait dire? Oui, c'est un partenaire, et ce, d'autant que dans les pays, il y a des pays que nous contractons déjà des échanges avec des pays comme l'Indonésie, comme le Malaisie, etc., donc les pays de la zone. Alors pourquoi ne pas imaginer... Mais pour l'instant, on est quand même au balbutiement, Charles Ouachette, on le voit, la Nouvelle-Calédonie et la Chine, pour l'instant, c'est quoi, très concrètement? C'est un tour opérateur qui vient et il y a quelques touristes chinois. Est-ce que ça, c'est quand même un début très timide? C'est déjà un début. Mais on ne peut pas, nous, continuer à imaginer les seules relations qu'on a avec l'Europe, avec tout ce que cela induit. Donc en termes de coûts, en termes sur le plan de la cherté de la vie, etc. Mais pour ça, je crois qu'il est aussi important qu'on se penche, nous, sur notre propre fiscalité. Aujourd'hui, on est un petit pays, donc évidemment, on a des bonnes raisons de vouloir protéger ce pays. Mais notre système aujourd'hui de protection fiscale fait que c'est devenu un frein à notre propre volonté de se développer. Et qu'est-ce qu'on peut très très concrètement aujourd'hui exporter? Est-ce que ce sont des niches comme la vanille, le santal, des produits finalement de luxe pour l'instant? Qu'est-ce qui fonctionne à l'export dans notre zone? Pour le moment, on a je crois, deux produits. En dehors du nickel, bien sûr. En dehors du nickel, il y a eu des tentatives sur le plan de l'aquaculture. Donc, on sait que depuis peu, c'est un marché qui a périclité, mais il y a des possibilités. Je leur ai dit, à d'autres niveaux, la pêche, aujourd'hui, l'économie bleue, c'est un potentiel énorme. On a une zone exclusive de l'ordre d'un million. Et que pour le moment, on ne voit pas du tout, on ne sait pas de le développer. Nicolas Mesdar, c'est sur la crevette, notamment la crevette, l'aquaculture, sur cette question, qui est subventionnée et qui coûte très cher. Oui, qui rapporte 1,6 milliard. Qui coûte très cher aux contribuables. Sur cette question, qu'est-ce que peut exporter la Calédonie? Déjà, des produits à forte valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'on a des coûts de production élevés. Tout le monde le sait, chaque pays développé a des coûts de production élevés. Et c'est précisément... Pardon, excuse-moi Nicolas, c'est parce qu'effectivement, nous avons... Non, excuse-moi. C'est juste parce que nous avons des coûts de production qui sont élevés. Donc il faut qu'on essaye, nous, de réduire aussi nos propres coûts de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on baisse les salaires après 2018? Les coûts de production élevés sont assis dans les pays développés. Tous les pays développés ont des coûts de production élevés. Avoir des coûts de production faibles, c'est les signes des pays sous-développés. Alors après, on peut faire des économies d'échelle en développant l'exportation. C'est aussi l'objet. Mais je finis juste mon intervention, s'il vous plaît, Valérie Chonneau. Donc, il faut exporter des produits à forte valeur ajoutée parce qu'on a des coûts de production très élevés. Donc, on valorise la crevette, qui est quelque chose de très recherché. On est les seuls à produire ce type de crevette. Le thon calédonien qui est pêché dans un parc naturel avec une technique de pêche à la palangue, c'est-à-dire qu'on ne prélève que le thon et pas autre chose, donc c'est une technique de pêche durable, avec une technique de pêche également qu'on appelle ikejime, qui est recherchée partout dans le monde et qu'on est le seul pays, on va dire, européen à pratiquer, mis à part le Japon, qui est le pays initiateur de cette technique. On doit valoriser ces produits très chers parce qu'on fait de la très bonne qualité. Notre industrie locale fait également des produits d'une extrême qualité. Donc il faut vendre de l'exception. Il ne faut pas chercher des grands volumes peu chers parce que ça, on ne saura pas faire. Et la deuxième chose qu'on peut exporter, c'est quoi? C'est le savoir-faire, la connaissance. Et là, on pense à quoi, la par matière exemple? grise. Ingénierie? L'ingénierie, bien évidemment. J'ai un exemple en tête. Le président du gouvernement s'est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée la semaine dernière. Le taux d'électrification de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est 15%. 15% des foyers de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont électrifiés et il y a 9 millions d'habitants. Ils recherchent des moyens de développer les énergies renouvelables pour électrifier ces foyers, mais ils n'ont pas le savoir. Or, en Nouvelle-Calédonie, on a une explosion des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce qu'on a une multitude d'entreprises qui savent poser et faire tourner des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, notamment dans les départements d'outre-mer, des usines hydroélectriques. Et donc, on peut emmener ces entreprises en Papouasie-Nouvelle-Guinée, présenter notre technologie et la vendre. Aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises ici qui exportent. Sur le sujet, simplement, je crois qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, pour qu'on ait une politique volontariste en matière d'énergie renouvelable, parce qu'on reste malgré tout très tributaire de l'énergie fossile. Donc on continue à importer, donc qui impacte aussi notre économie. Donc faisons les choses à leur rythme.
Je crois que c'est important, il faut simplement qu'on décide, tiens, quelles pourraient être les niches à développer ici. Effectivement, on a un potentiel, on l'aurait dit, on a un potentiel, mais là, il faut qu'il y ait une volonté politique pour développer donc, ces différents secteurs. Le nickel pourrait être un élément sur lequel on se fonde pour développer, pour diversifier notre économie. Pour exporter, est-ce qu'il faut forcément être une grosse entreprise en Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'on peut penser aussi à une petite entreprise? Quel est le profil type finalement de l'entreprise qui arrive à passer le lagon, la barrière de corail? Ça dépend de votre type de produit. Si vous êtes dans une niche où on a une entreprise qui produit quelque chose de très rare, on peut s'installer sur un marché, mais ça va être des petites quantités. Il faut quand même avoir un certain poids pour pouvoir vendre des produits et satisfaire les clients dans les pays du Pacifique, et ainsi produire des économies d'échelle, ce qui permet de réduire les coûts de production et donc du coup d'augmenter la production. Donc c'est sûr que c'est plus difficile quand on est une petite entreprise qu'une entreprise de taille moyenne. Mais dans le même temps, enfin, je crois que c'est aussi une possibilité. Hein. Donc, nous avons aujourd'hui les petites et moyennes entreprises qui sont très peu développées, qui ne sont pas toujours aidées, mais qui produisent pourtant 90% de notre PIB. Donc c'est important. Donc il y a effectivement, donc c'est aussi le savoir-faire de ces petites entreprises qu'il convient de développer. Donc, est-ce que la Calédonie aussi n'est pas victime de l'étroitesse de son marché et surtout, par exemple, du coût du transport aérien, du fret maritime pour l'export et parallèlement dans l'autre sens pour peut-être amener des investisseurs étrangers? Est-ce qu'on n'est pas finalement victime de l'insularité ici? Mais est-ce que ce modèle, bien évidemment, quand on a énormément de freins, on est une île, il y a évidemment le fret maritime, le fret aérien, ça renchérit nos coûts de production, on est un pays quand même assez riche, donc on a des coûts de production élevés. Mais tout ça, on le sait. Maintenant, il faut avoir un petit peu confiance en soi dans ce pays. On souffre beaucoup du complexe calédonien où parce qu'on est loin, parce qu'on est petit, parce qu'on n'a jamais su oser, on a peur d'aller conquérir des marchés extérieurs. Moi, je dis non, on a des entreprises de qualité, on a maintenant un réseau diplomatique de qualité, on a des dispositifs de soutien de la puissance publique pour les entreprises de qualité. Il ne faut pas avoir peur de vendre la Nouvelle-Calédonie et les produits calédoniens. On sait faire des choses. Et le Pacifique est demandeur. Quand on fait les rencontres avec les dirigeants du Pacifique, ils sont demandeurs de Nouvelle-Calédonie et de savoir-faire calédonien. Je veux bien qu'on ait des difficultés. Est-ce que c'est savoir-faire calédonien ou est-ce que c'est le label aussi norme européenne, France? Est-ce que ça rentre en compte quand on signe un marché à l'extérieur? Oui. Je crois que pendant longtemps, on s'est enfermé justement dans les relations que nous avons avec la France et l'Europe. Et ça a été, c'est ça qui a constitué le frein au développement donc, du pays. Moi, je rappelle simplement que si aujourd'hui on parle de l'insertion du pays et que la Nouvelle-Calédonie se donne les moyens d'intégrer les organismes, notamment régionaux, de coopération, etc., donc ouvre des marchés dans le Pacifique, c'est bien parce que le mouvement indépendantiste a impulsé ce mouvement. Oui, Caroline Macheron, on a parlé aussi en première partie. En un mot, parce qu'on arrive à... Charles, on l'a fait ensemble, on est avant tout des Calédoniens qui ont développé notre effectivement, économie. Il y a eu donc, un coup de fouet, notamment dans les années en 2004-2005, avec, et ça je le redis, donc, c'était à l'époque Témo, donc qui s'est inscrit dans le plan Pacifique, qui a été développé par le pays du Forum, et ça a donné un coup de pouce de l'intérieur, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, il faut prendre le train en marche, et surtout, je crois, il faut qu'on se mette dans la tête que la Nouvelle-Calédonie n'a pas d'autre perspective que se développer dans sa région. En un mot, et je vous demanderai vraiment un mot, est-ce que vous êtes aujourd'hui, quel mot pour qualifier finalement ce marché à l'export et ces échanges commerciaux? Optimiste ou pas optimiste? Une réponse très courte, s'il vous plaît. Nicolas Mesdorf. Super optimiste. Charles Wachetine. Oui, je crois qu'il faut qu'on soit optimiste. Je l'aurais dit, on n'a pas d'autre possibilité que d'imaginer notre pays dans sa région. Un point de convergence donc dans ce débat. À présent, nous allons accueillir Chérifa Linossi à la tête de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, et elle est aussi à la tête d'un réseau d'entrepreneurs du Pacifique Sud. Bonsoir Chérifa Linossi, merci d'être là. Alors vous, c'est votre, on va dire, cheval de bataille, hein, c'est un combat pour vous, l'exportation des entreprises calédoniennes dans la région
Pacifique, mais aussi en Asie. Mais vous avez des barrières, je crois, et vous allez donc interpeller nos deux invités ce soir. Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole à ce sujet. Effectivement, les premières barrières sont déjà localement, puisqu'en fait, on constate que les compétences économiques, c'est les provinces qui les détiennent, comme les compétences environnementales, touristiques, etc. Et qu'aujourd'hui, si on veut créer des filières, en fait, et si on veut créer une organisation pour aller de la production jusqu'à l'export, il faut déjà une transversalité dans ces provinces. La réponse est toujours, c'est un sujet tabou, puisque c'est hautement politique, les provinces. Mais aujourd'hui, justement, ma question est demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Nicolas Mesdorf, pour Washington. Oui, je crois que la période qui s'ouvre, elle est intéressante, dans ce sens qu'elle permettra de traiter les problèmes que vous évoquez à l'instant. Je crois que dans le cadre de ce qu'on imagine qui pourrait être la nouvelle organisation institutionnelle du pays, il faut un moment qu'on imagine que ce soit effectivement la Nouvelle-Calédonie qui édicte les normes. Qu'il y ait une réglementation qui soit pensée par l'entité Nouvelle-Calédonie, quitte à ce que, pour tout ce qui est compétences opérationnelles, reviennent aux provinces. Mais je crois que les discussions sont effectivement ouvertes. Sur le sujet, pour modérer un peu les choses, l'avantage aussi des provinces, c'est qu'elles permettent de répondre à des politiques de développement économique spécifiques au territoire. On ne peut pas avoir la même politique de développement économique lorsqu'on est la province sud ou lorsqu'on est la province des îles. Les territoires sont différents. Nouméa, il y a du COS, il y a une industrie puissante. La province des îles, c'est plus du développement local. Donc c'est vrai que les provinces permettent de répondre aussi à ces particularités géographiques. Ensuite, la deuxième chose, pour un petit peu modérer ça, c'est qu'il y a des leviers qui sont aussi au niveau pays. Les leviers fiscaux, les leviers douaniers. Le commerce extérieur est une compétence du gouvernement. Donc on voit qu'on arrive à faire des choses également pays. Ensuite, j'entends ce que dit Chérifa Lénossier. On en est quand même bien conscient puisque, vous savez, il y a ce GTPE qui a été mis en place, le groupe de travail des présidents d'exécutif qui réunit le président du gouvernement et les 3 présidents de province pour essayer d'harmoniser les dispositifs provinciaux de développement économique, ce qu'on a fait sur le tourisme. Il y a encore des progrès à faire, on en est bien conscient, mais comme l'a dit Charles, on peut s'améliorer encore. Chérifa Lénossier, une autre question. Oui, alors c'est concernant le régional, puisqu'on a été à l'initiative du Pacific Business Forum. On en est déjà à la 2e édition. Et on a fait donc le Pacific Business Day avec le monde politique, puisqu'on se rend compte effectivement que le monde politique et le monde économique, s'ils ne se parlent pas, s'ils n'ont pas à un moment donné une plateforme d'entente, je veux bien qu'on mette en place toutes les politiques possibles, mais nous sommes les chevilles ouvrières de l'économie. Donc il faut absolument qu'on arrive à un moment donné à s'organiser, déjà localement, et ensuite avec une stratégie de quel pays on vise en premier, puisqu'on ne peut pas non plus s'éparpiller, il faut être stratégique dans ce dispositif. Est-ce que c'est les pays du fer de lance avec qui nous avons d'excellents rapports aussi, avec qui nous commençons à échanger au niveau économique? Est-ce que c'est plutôt d'autres pays? Enfin voilà, si on ne sait pas où on va, on risque de se retrouver ailleurs. Et aujourd'hui, on a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Je ne peux qu'être d'accord avec... Mais la question, c'est où, en priorité? Là où on voudra bien de nous aussi, avec nos produits, et où on vendra au meilleur prix nos produits. C'est une question commerciale également. Mais le monde politique sur la coopération régionale ne peut pas être séparé du monde économique. Comme l'a dit Chérifa, pour intervenir sur les marchés extérieurs, il y a des barrières politiques à faire tomber, des barrières réglementaires, des barrières administratives, où seules là les négociations politiques peuvent arriver à des résultats. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron quand il voyage dans la zone, il va au Japon, en Chine ou en Australie, il amène les grands chefs d'entreprise français avec lui. Et c'est ce qu'on doit faire également en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'on se déplace, on doit amener nos chefs d'entreprise pour les aider à s'implanter dans les pays de la région. Charles Wachetine, est-ce que vous pouvez répondre aussi sur la zone prioritaire? Les pays insulaires sont demandeurs de cette démarche. Je note effectivement que vous avez été accueillis dans un certain nombre de pays ici. Donc d'abord pour qu'ils voient le savoir-faire ici, qui peut effectivement s'exporter. Donc je crois que, et je le redis, je crois que une économie qui peut être stabilisée peut l'être par les petites et moyennes entreprises. Souvent, et je le redis, c'est quand même 80% du PIB, c'est vous qui produisez. Donc voilà, donc il ne faut pas qu'on y voit une concurrence entre ce que peut faire une petite entreprise, même si on ne salarie pas
un nombre important de personnes, mais il peut apporter à la Nouvelle-Calédonie. Merci Charles Ouachetine, merci aussi Nicolas Mesdor d'avoir répondu donc à Chérif Ali Nossi. Merci à vous d'être venu. Le temps passe très vite dans cette émission. On arrive déjà à la fin de ce second débat sur la place économique finalement de la Calédonie après 2018. Angélique, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement dans ce débat plus économique sur notre poids dans la région? Eh bien, sur le fond, finalement, il y a une vision partagée sur l'objectif, la finalité. L'avenir de l'économie calédonienne passe, en tout cas en partie, par le développement de l'export et de l'export dans la région. Consensus aussi, finalement, sur les moyens. Il faut développer les secteurs de niche, il faut exporter la matière grise calédonienne. L'exemple de l'énergie a été pris par nos deux interlocuteurs ce soir. En revanche, sur les moyens pour atteindre ce développement, il y a deux divergences majeures. Tout d'abord, la monnaie. Pas question de toucher au franc CFP, nous a expliqué Nicolas Mesdorf pour Calédonie Ensemble. C'est le garant, on le disait techniquement, de la crédibilité, de la force de la monnaie et donc du pouvoir d'achat interne des Calédoniens. En revanche, pour Charles Ouachetine, il faut ouvrir les options pour que cette monnaie corresponde finalement aux relations que la Nouvelle-Calédonie, que Charles Ouachetine souhaite indépendante, ait de nouvelles relations avec la région et donc qu'elle soit moins centrée sur finalement la relation assez bilatérale avec la métropole, relation commerciale. Divergence aussi finalement sur comment interpréter ou en tout cas sur comment voir la consigne d'axe Indo-Pacifique du président de la République. Nicolas Mesdorf l'a dit, il adhère lui-même à cette vision qui est donc l'idée étant donc d'avoir une solidarité entre les pays de la région pour faire face à la menace chinoise, menace économique. Et en revanche, on revoit là finalement une cohérence avec la position politique diplomatique de Caroline Machoro tout à l'heure. Charles Ouachetine nous explique que la Chine, c'est aussi un marché potentiel avec lequel on commerce déjà pour le nickel et que cette relation qui existe avec le nickel pourrait être finalement une tête de pont pour ouvrir d'autres portes à d'autres produits calédoniens sur le grand marché chinois. Il s'agit là encore une fois finalement d'accepter de se tourner vers la Chine pour se défaire de ce que j'appellerais l'étreinte de la France. Donc objectif partagé, des moyens divergents. Merci Angélique, et surtout pour la fin, pour cette belle image. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission Questions à venir. Merci à vous, Nicolas Mesdorf et Charles Ouachetine d'avoir participé à ce débat. Jeudi soir prochain, ne manquez pas les chemins de l'histoire. Donc ce sera un magazine qui sera présenté par Antoine Le Teneur et Joachim Arlot. Ils reviendront sur les années 1975-1981 en Nouvelle-Calédonie ou de lendemain de boom de nickel qui déchante. En attendant, la soirée continue sur La Première. Très belle soirée à tous. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.